Le développement du numérique en Afrique semble être devenu un des sujets de la décennie. L'Afrique apparaît comme le continent dont le potentiel de croissance et de transformation au travers des écosystèmes numériques est indéniable. L'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies pour le développement spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, vient de rendre public le classement 2016 de son étude sur le niveau de développement d'éthique. Ce classement de l'UIT prend en compte 175 pays, dont 46 pays africains. Ainsi, sur le plan continental, il ressort que l'île Maurice demeure le champion en Afrique, 73e au niveau mondial, suivi des Seychelles et de l'Afrique du Sud. Il y a eu au sein du gouvernement une volonté politique de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique et d'en faire un pilier de l'économie. Déjà, politiquement, il y a eu un volontarisme de l'État. On a également eu cette volonté de diversifier les métiers dans la technologie informatique. Bien, ce qui fait que, du coup, les métiers également qu'on a à Maurice dans l'informatique sont en train de diversifier, sont en train de gagner en termes de valeur. 11 indicateurs permettent à l'UIT d'évaluer le niveau global de développement des TIC et télécoms dans les pays figurant dans l'étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d'accès aux TIC et télécoms, leur usage et les compétences TIC dans chaque pays. Un classement général des bons et mauvais élèves selon une moyenne de 10 points est alors produit par l'UIT. Le Niger et le Tchad, en queue de peloton africain et mondial, doivent encore déployer d'importants efforts pour améliorer l'accès de leur population aux télécoms et espérer s'éveiller à l'économie numérique. L'économie numérique, grâce à la téléphonie mobile essentiellement, a permis à l'Afrique de faire des bonds en avant pour combler ses retards et accélérer sa croissance. Elle a facilité la mise en place de mécanismes de fonctionnement plus efficaces et transparents au niveau des gouvernements, la réduction des fractures sociales et l'augmentation de la productivité de nombreux secteurs économiques. Deux continents connus pour ses retards technologiques et son manque d'infrastructures, l'Afrique est devenue la terre promise de l'innovation pragmatique avec l'essor de la téléphonie mobile. Et pour preuve, le marché africain de la téléphonie mobile est le second au monde après celui de l'Asie-Pacifique et son potentiel de croissance reste fort. Quasiment la moitié des 1,17 milliard d'Africains sont clients d'une solution de téléphonie mobile fin 2015. Cette population représente désormais 12% des abonnés uniques mondiaux en volume. Il s'agit ni plus ni moins d'une croissance de 70% par rapport aux chiffres annoncés en 2010. Et encore une fois, bienvenue, ici l'image de l'Afrique présentée par Novella Nikwigizé. Et aujourd'hui, à quelques jours, à quelques heures presque du sommet Transform Africa, on parle de l'Afrique à l'ère du digital. Et qui de mieux pour en parler que le docteur Amadoune Touré, qui est directeur exécutif de Smart Africa et qui va nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette question du marché unique numérique. Docteur Touré, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de la digitalisation du continent et vous avez choisi comme thème cette année le marché unique numérique. Pourquoi maintenant et est-ce que c'est vraiment le bon moment pour en parler? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. La technologie est au niveau le plus haut absolument et le continent africain est à l'heure du numérique. L'environnement international se prête au développement d'éthique et à l'utilisation pour tout ce qui est question de développement économique, que ce soit le développement durable ou bien que ce soit les questions de commerce entre Africains. Nous avons aussi les grandes décisions prises déjà par nos chefs d'État il y a juste quelques semaines, ici à Kigali même, faisant du continent ouvrant le marché africain pour un marché unique. Et bien évidemment, les technologies de l'information et de la communication prennent le pas à chaque fois. Vous savez, quand les accords sur le commerce mondial ont été signés par l'OMC, c'est les services de télécommunications qui ont été les tout premiers services à être mis en œuvre. Et c'est le cas aujourd'hui parce que nous sommes heureux de constater cette approche, cette vision de nos chefs d'État. Et vous savez que Smart Africa a été basé sur la création d'un marché unique numérique depuis 2013, qu'il a été créé. Et donc, nous sommes en phase avec
les idées par les chefs d'État aujourd'hui. Et donc, le sommet que nous tenons à Kigali lundi et mardi nous permettrait évidemment de vraiment poser les fondations pour cela, amener tous les acteurs. Le continent africain est prêt. Le continent africain, aujourd'hui, a les hommes et les femmes nécessaires pour ça. Nous avons mis en place un certain nombre d'infrastructures. Il faut les utiliser. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà réussi à faire des technologies de l'information et de la communication un outil pour le développement national, mais aussi un outil pour la création d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs et surtout la création d'emplois. Et surtout ailleurs, des jeunes, ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. Et notamment quand on parle de certains pays qui ont réussi à passer le pas, on a aussi un certain nombre de pays qui restent à l'arrière. On parle de la fracture numérique sur le continent. La moitié du continent n'est pas connectée. Comment est-ce qu'on va au-delà de cette fracture au niveau du continent? Oui, en fait, le continent africain a fait des bonds incroyables au cours des 20 dernières années. Vous le savez, en 1999, en l'an 2000, disons, le continent avait 5% de taux de pénétration en téléphonie. Et en 2014, le continent avait combien? 70%. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 80% de taux de pénétration. Le continent africain aura, dans les 5 prochaines années à venir, près de 880 millions de téléphones portables, et parmi lesquels 830 millions de smartphones. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Le continent a fait d'énormes investissements dans le domaine de la fibre optique, de l'implémentation des backbones nationaux. Et nous avons un plan au sein de Smart Africa de l'ordre de 300 milliards de dollars d'investissement pour le continent africain dans les 5 années à venir, que ce soit l'infrastructure, que ce soit le développement du contenu, que ce soit la formation et le développement des capacités humaines, mais et que ce soit aussi le développement d'applications. Nous avons atteint une phase où nous réalisons que nous sommes 1,2 milliard d'habitants, mais nous étions 54 petits marchés. Et en nous réunissant ensemble, nous allons avoir une puissance de marché incroyable et qui nous donnera une puissance de négociation et qui aussi nous permettra d'avoir du Made in Africa, finalement, des équipements qui seront fabriqués ici en Afrique. Ça a déjà commencé ici au Rwanda. Avec Positivo, nous fabriquons déjà des tablettes et des ordinateurs portables. Et dans certains pays comme le Nigeria ou l'Égypte, déjà, il y a une industrie naissante. Nous allons utiliser cela. Mais au-delà de la fabrication des équipements, il y a la conception des logiciels, des applications. Nous avons des centaines de milliers d'applications qui peuvent être créées par nos jeunes. Imaginez qu'une application soit achetée par chaque Africain qui aurait coûté juste $1 par habitant. Ben, celui qui aura fait cette application serait un milliardaire. Et nous pouvons donc créer chaque semaine ici en Afrique des jeunes milliardaires. Et c'est ça le but de Smart Africa. C'est l'objectif. Il y a une fracture, certes, mais la fracture est en train de diminuer. La fracture est non seulement entre les pays. Il y a certains pays qui ont mis en place un certain nombre de politiques de développement qui ont donné des résultats concrets. Il y a certains pays qui sont en retard. Mais à l'intérieur des pays même, il y a une fracture qu'il ne faut pas négliger, la fracture entre les villes et les zones rurales. Et donc, la fracture entre le centre urbain et aussi même les périphéries. Et donc, nous devons de développer tout cela. Cela veut dire que nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais c'est des grandes opportunités qui sont là pour le continent africain. Donc il y a encore beaucoup de travail, comme vous le dites. Et puis vous parlez des investissements qui ont été faits ces dernières années au niveau des infrastructures, mais aussi du problème du capital humain, parce qu'après tout, il faut des gens qui sont qualifiés pour faire fonctionner ces différentes applications, etc. Quel est selon vous le plus grand défi auquel la mise en application ou la mise en pratique de ce marché unique numérique devra se heurter ou devra adresser? Le premier grand défi, c'est l'harmonisation des politiques de développement dans les pays. Et nous avons créé justement le Conseil africain des régulateurs afin que les autorités de régulation viennent ensemble, se parlent, échangent les bonnes pratiques
et même les mauvaises pratiques, les mauvaises expériences, afin qu'on n'ait pas à commettre une erreur déjà commise ailleurs par manque d'information. Après tout, nous sommes dans la société de l'information. Exactement. Et aussi, certaines des pratiques qui sont dans les pays qui ont vraiment donné, par exemple, des exemples de mise en place de e-government et des mises en place de structures qui ont attiré l'investissement du secteur privé. Il faudrait échanger ces bonnes pratiques. Et en dernier lieu, une programmation de l'utilisation à large échelle, à plus grande échelle de nos politiques de développement. Le premier grand exemple que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle le One Africa Network, le ONA en abrégé, qui consiste à casser les barrières de roaming entre nos pays. Nous avons 54 pays. Pourquoi devons-nous faire du roaming entre nos pays? Au contraire, nous allons développer du trafic intra-africain. Et donc, il y a une très grande possibilité ici. Nous avons essayé d'éliminer ces barrières-là et nous sommes en train de travailler avec les opérateurs pour mettre cela en œuvre. Au-delà de cela, nous allons faire en sorte que le trafic intra-africain ne va plus transiter hors du continent. Exactement. Et donc, on va avoir des centres d'échange régionaux qui permettront de baisser les coûts, en fait, de nos communications. Et en fait, cela nous permettra aussi de faire une meilleure comptabilisation de nos trafics. Le trafic intra-africain n'étant pas comptabilisé ici en Afrique, c'est une perte énorme. Et donc, certains des gouvernements ne savent même pas quel trafic est issu de leur pays ou quel trafic, le nombre de minutes d'appel qui arrivent dans le pays, ils ne le savent pas avec exactitude. Et donc, nous devons nous assurer que nous faisons tout cela afin que les taxes soient payées, les revenus soient distribués normalement à ceux qui le méritent. Et donc, je crois que ce sera un win-win pour tout le monde. Et les opérateurs qui auront une plus grande capacité de trafic intra-africain. Vous savez, quand le roaming est cher, qu'est-ce qui se passe? Les utilisateurs utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Et donc, ce n'est pas un manque à gagner pour les opérateurs. Et nous savons très bien que la qualité de service aujourd'hui, à l'heure actuelle, est meilleure pour les opérateurs que les réseaux sociaux, surtout pour les appels en communication vocale. Il faudra améliorer cela, et ça va s'améliorer, mais en attendant, il y a un très grand besoin pour cela. Et aussi, nous avons besoin de créer un environnement afin que les Africains voyagent beaucoup plus en Afrique et aient envie de rester beaucoup plus dans les pays où ils vont et donc auraient envie de faire du commerce. Vous savez, le continent africain a 1,2 milliard d'habitants sur les 7 milliards d'habitants de la planète, mais nous ne comptons que 3% du commerce mondial. Et le commerce intra-africain compte pour 11%. Cela n'est rien comparé aux 60% en Europe, ou bien aux 45% en Asie, aux 75% dans les Amériques. Donc, nous devons développer ce commerce intra-africain qui sera de l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'accord de libre-échange a été signé ici il y a quelques semaines. Et donc, nous voulons amener notre contribution à cela. La contribution du domaine du secteur des technologies de l'information et de la communication. On a eu le premier service qui a été lancé, à savoir l'ouverture du trafic aérien, de l'espace aérien pour l'Afrique. Mais évidemment, nous proposons l'ouverture des ondes pour le continent africain en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Et ça, c'est faisable immédiatement. Alors, c'est très important aussi de parler de la faisabilité et de la rapidité avec lesquelles on peut mettre ça en pratique. Il faut juste une volonté politique après tout. Mais en ce qui concerne, une fois qu'on crée ce marché unique numérique, il faut bien sûr des institutions, des startups, des petites entreprises qui vont utiliser cette plateforme pour faire du commerce, du e-commerce. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que peut-être cette plateforme soit inondée par des institutions ou des entreprises qui viennent en dehors du continent et qu'on revienne dans le même cycle après tout? Oui, on est dans un monde globalisé maintenant et donc cela ne va pas gêner du tout parce que
Nous voulons nous assurer que les jeunes Africains vont innover, vont créer, et nous allons protéger leurs inventions, leurs créations. Et la propriété intellectuelle doit être soutenue. Et nous devons de coopérer, faire de l'espace un marché beaucoup plus large qu'il ne l'est au niveau des pays individuellement. Et imaginez un jeune Rwandais qui crée quelque chose qui aura 1,2 milliard de consommateurs. C'est ça que nous voulons faire. Et ceci dit, nous ne fermons pas la porte aux autres. Nous voulons aussi exporter vers le monde entier. Et nous sommes très confiants que les jeunes Africains ont cette capacité de développer quelque chose. Vous savez, la plus grande invention des dernières années, c'est le paiement mobile. Et ça a été créé en Afrique, le M-Pesa. Et ça s'exporte maintenant en Europe, voilà. Orange Money. Et c'était des solutions qui n'auraient pas pu être inventées ailleurs, puisque c'était une solution à un problème local. Exactement. Hein, et c'est ça l'importance des applications. Nous savons qu'il y a des centaines de milliers d'applications, ce qu'on appelle des apps, qui n'ont jamais été inventées, qui ne seront jamais inventées si ce n'est pas par des Africains, parce que c'est une réponse à leurs problèmes. Et donc, nous sommes confiants qu'en synchronisant, et c'est ça le deuxième grand défi, la formation avec les applications et les services qui arrivent, ça c'est très important. Quand on commence un programme de formation, au moment où ça aboutit dans 2, 3 ou 4 ans, ou même plus, il faut que ça aboutisse à un produit qui sera utilisé par les entreprises à ce moment-là. Et qui est adapté au marché, à l'état du marché qui est en constante évolution. D'où cette collaboration entre le secteur privé et le secteur académique. Et donc, nous nous attelons à faire cela. Et vous savez que l'Afrique a attiré ces dernières années des très grandes institutions académiques. L'exemple est le Carnegie Mellon University qui est ici à Kigali. Et puis nous avons beaucoup d'autres institutions africaines dans lesquelles le Smart Africa donne des bourses. L'exemple est les SMT, l'École multinationale supérieure des télécommunications de Dakar, qui est une très bonne institution avec laquelle nous avons un MOU où nous formons les jeunes. Toujours sur la base de la parité, hein, ça c'est très important. Nous formons autant de femmes que de garçons. C'est important aussi. Oui. Et ça c'est important. Et nous sommes ouverts à la collaboration avec d'autres institutions internationales afin que la formation soit quelque chose, un outil vraiment bien vulgarisé. Nous encourageons aussi l'introduction de certaines matières telles que la programmation dès le bas âge, dès le jardin d'enfants. Ceux qui ne seront pas formés à ces outils de programmation aujourd'hui seront des illettrés de demain. Exactement. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis confiant que le continent est sur la bonne voie. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être créées en Afrique, en Europe ou ailleurs aujourd'hui, qui sont nées ici. Par exemple, les Européens viennent de mettre le roaming unique en Europe. Mais l'idée était née ici déjà, il y a plusieurs années en Afrique. Et nous l'avons fait l'expérience entre les 4 pays du corridor du Nord, à savoir le Sud-Soudan, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. On a fait l'expérience avant de l'exporter au niveau des autres pays. Mais évidemment, les Européens ont été plus rapides dans la mise en œuvre. Exactement. Mais ceci dit, il y a beaucoup de progrès qui se passent. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre-là qui sont nés en Afrique. Et même le marché unique africain. Oui, mais l'idée est née en 2013. Hein, et donc, les Européens sont en train de le mettre en œuvre au niveau de l'Europe aujourd'hui. Et donc, nous ne sommes pas en arrière. Il y a des bonnes idées. Il y a un leadership qui a le courage de rêver maintenant pour le continent africain. Et nous, les techniciens, nous nous attelons à nous assurer que leurs rêves deviennent des réalités. Et c'est faisable. Et vous parlez justement de cette collaboration entre le leadership, entre le public, le secteur privé, l'académie. Quelles sont les symbioses qui doivent être faites dans ces différentes... Parce que pendant longtemps, ces différents domaines ont évolué en vase clos. Ouais.
Quelles sont les symbioses qu'il faut aujourd'hui créer au niveau du partenariat public-privé? Je sais que Smart Africa est un exemple de ce partenariat-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait créer davantage pour que tous puissent travailler en commun, ensemble? Il faut tout simplement définir les rôles, pour que ce soit très clair. Le rôle du gouvernement, c'est de dégager une politique, d'élaborer les politiques et les stratégies de développement et mettre les lois qui seront attirantes pour l'industrie. Le secteur privé a pour rôle d'investir. Évidemment, il faut bien comprendre que le secteur privé va investir, mais va faire des profits, et ce n'est pas un crime. Il faut le définir. Il y a des pays qui ont mis en place des politiques de création de nouvelles entreprises assez innovatives. Certains pays ont vous avez besoin de 3 ou 4 heures de temps pour créer une entreprise, pour l'enregistrer, avoir votre licence et avoir un numéro d'identité qui vous permet de payer vos taxes et commencer à opérer. Et donc, ceux-ci connaissent leur rôle. Partout où il y a la possibilité de faire des profits, le secteur privé sera là. Exactement. Et les technologies de l'information et de la communication sont le domaine idéal pour cela. L'académie, le monde académique a besoin de savoir exactement, d'avoir des programmes qui aboutiront à la création d'emplois. Et la création d'emplois, c'est la préoccupation aujourd'hui majeure de tous les pays africains, et pas en Afrique seulement d'ailleurs, mais nos chefs d'État sont vraiment préoccupés par cela. Et les technologies de l'information et de la communication, dans le monde entier, ont créé les 2 tiers de tous les nouveaux emplois dans le monde entier. Et donc, nous pensons que ce sera la même chose en Afrique. La création d'entrepreneuriat est une autre opportunité pour créer les emplois. Parce que chaque jeune entrepreneur a la possibilité de créer plusieurs autres emplois. Et ce qui se passe, il faudrait, et c'est ça le grand challenge pour l'Afrique, changer de culture. La culture de l'entrepreneuriat est une culture basée sur le risque. Vous savez, chaque création d'entreprise vient avec le risque d'échec potentiel, de succès, mais d'échec aussi. Vous savez que 80% des nouvelles startups échouent aux États-Unis au bout de 3 ans. Et c'est les 20% que l'on voit aujourd'hui, qui sont les Google, les Facebook et autres, les Twitter et autres. Donc, nous devons encourager les jeunes à créer des entreprises, à ne pas avoir peur de l'échec, parce qu'en fait, l'échec, c'est juste une expérience nouvelle, une façon de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc, en les encourageant cela. Et enfin, encourager le secteur bancaire à investir dans ces jeunes startups-là et à prendre le risque. Ne pas avoir des investissements risk-free à 100%. C'est impossible. Et ce n'est pas possible. Et donc, en les encourageant cela, à changer la culture, cela est important. Moi, je trouve que la jeunesse africaine est prête aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler avec beaucoup de pays, tous les pays membres de Smart Africa, les 22 pays membres. En fait, nous avons la surprise, il y a 2 nouveaux membres qui vont être déclarés lundi déjà, et peut-être encore plus au cours du sommet. Et donc, le continent africain est en train vraiment de travailler ensemble, et les fruits que nous avons, les graines que nous avons plantées commencent à vraiment germer, et nous allons avoir les fruits très bientôt. C'est génial. Vous avez parlé plutôt d'un échange de bonnes pratiques, d'un échange de bonnes expériences. Est-ce qu'on en a sur le continent? Le numérique est assez jeune, ouais. Mais est-ce que sur le continent ou en dehors, est-ce qu'on a des bonnes pratiques qui seraient intéressantes d'utiliser? Parce qu'après tout, on ne peut pas tout expérimenter et faire toutes les erreurs. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, selon vous, qui seraient importantes? Parce que bon, le sommet est une occasion pour mettre en commun les expériences, etc. Quelles sont peut-être certaines de ces bonnes pratiques que vous avez Nous avons eu beaucoup d'échanges et certains bons exemples sont là. La Silicon Valley elle-même, elle meurt l'exemple typique de changement de mentalité, et c'est pourquoi je parlais de culture.
Et la culture dont je parlais, de l'entrepreneuriat, c'est une culture de la Silicon Valley. Oui. Et nous avons aussi des pays tels que la Corée du Sud ou le Japon qui ont réussi dans ce domaine-là à mettre en place une stratégie de développement des technologies de l'information et de la communication. Nous avons aussi des pays en développement tels que la Malaisie. Tous ceux-ci seront là pendant le sommet. Pendant le sommet, nous avons un petit pays européen, qui est l'Estonie, qui est un bon exemple de développement éthique, et qui, parti de rien, après son indépendance, a pu développer les technologies de l'information et de la communication et en pointe aujourd'hui du point de vue e-gov. Nous allons partager ces pratiques-là. Mais ceci dit, il y a des bonnes leçons à apprendre même ici en Afrique, au Kenya tout près ou au Rwanda. Et nous avons des très bons exemples de développement d'éthique. Et donc, c'est une question de leadership. Je pense qu'on a des leaders aujourd'hui qui sont jeunes, qui pensent technologie de l'information, qui n'ont pas peur de cet outil-là et qui veulent mettre en œuvre cela. Je crois qu'il y a une question de vision, partager cette vision et de tourner cette vision en une mission. Oui. Et maintenant d'être persistant dans la mise en œuvre. La persistance permet vraiment de développer les pays. Sans cela, aucun pays ne peut se développer. Vous avez parlé de mentalité plutôt, donc on a besoin de mentalité d'entrepreneuriat bien sûr, mais au niveau des consommateurs, on sait que le consommateur africain est habitué et a besoin d'aller dans son marché local, rencontrer la vendeuse ou le vendeur, etc. et acheter son produit. Est-ce que les consommateurs et le public africain aujourd'hui sont prêts finalement à adopter cette nouvelle manière de faire leurs courses, cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle manière d'avoir des documents administratifs, etc. Oui, c'est vrai que nous les Africains, on est beaucoup plus social, on aime beaucoup plus le contact. Mais les technologies de l'information et de la communication nous permettent d'aller vite et d'aller mieux. Donc, il y a eu un certain temps d'adaptation au paiement mobile, au paiement à la carte. Et donc, le paiement en ligne n'est pas très bien adopté. Mais comme je vous l'ai dit, l'utilisation des téléphones sans abonnement qui permettent d'utiliser des cartes prépayées ont été le début, le précurseur en fait de ces paiements en ligne. Et donc, les utilisateurs ont beaucoup plus confiance maintenant. Du point de vue sécurité, il y a une très grande confiance, et ce qui fait que les utilisateurs africains sont très encouragés à aller en ligne aussi. Certains pays tels que le Ghana ou le Nigeria ont développé beaucoup de paiements mobiles aujourd'hui et des paiements en ligne. Le Sénégal aussi est un des exemples. Donc, nous avons des entreprises africaines qui sont en train de se développer dans ce domaine-là. Et je n'ai pas peur de dire que certaines de ces entreprises vont compétir à l'échelle mondiale très bientôt. Et donc, non, il y a une confiance. Le consommateur africain est en train de s'adapter. Et je n'ai aucun doute qu'avec tous les nouveaux services et toutes les nouvelles applications qui sont en train d'être développées par les Africains, nous sommes en train d'encourager cela. Nous voulons du Made in Africa aujourd'hui. Et donc, on est en train d'encourager les jeunes à le faire. Et cela est en train d'être accepté dans plusieurs pays maintenant. L'espace que nous offrons ici aujourd'hui, dans le cadre du sommet de Transform Africa, nous permettra de faire des échanges. Vous savez que le thème, d'abord, c'est la transformation en un marché unique. Nous avons aussi certains thèmes principaux. Nous avons un forum économique qui se tiendra la veille et qui est sponsorisé par des secteurs privés africains, mais aussi des compagnies privées non africaines. Mais c'est important de savoir qu'il y a des rôles modèles qui sont là, qui Strive Massiva de Econet, par exemple, qui est un des sponsors de l'événement. Les jeunes africains voient en lui un modèle. Et nous avons aussi un forum. Dans le forum, nous aurons un thème sur la santé, le e-santé. Nous aurons une partie qui sera dédiée au paiement mobile
paiement et à la monnaie digitale, cryptocurrency, et les bitcoins et les blockchains seront débattus. Nous avons invité les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales parce que nous voulons prendre le devant, nous assurer que nous n'allons pas être juste des consommateurs, que l'Afrique va avoir ses propres bitcoins, ses propres monnaies digitales, afin que nous puissions nous développer nous-mêmes. Cela est possible. Nous les invitons parce que nous avons besoin d'abord de comprendre la technologie et aussi de voir les aspects législatifs et réglementaires qu'il faut mettre en place afin de pouvoir mettre ces services-là en place. Et chacun aura son rôle bien défini et comme ça, il n'y aura pas une crainte de certains faisant le travail des autres. Et donc, je crois qu'il y aura une meilleure collaboration. Enfin, ce qui est important aussi, j'ai toujours donné de l'importance à cela, c'est le sommet des femmes qui se tiendra pendant ce sommet-là, où nous allons parler des femmes dans le numérique, dans le domaine du numérique. C'est un thème que nous mettons chaque année en exergue, parce que les femmes ont un rôle très important à jouer dans les technologies de l'information et de la communication, surtout dans la société africaine. Et donc, nous pensons que tous ces thèmes-là nous permettront vraiment de faire avancer l'agenda du numérique en Afrique. On reviendra sur cette question des femmes juste après. Mais vous avez parlé des cryptocurrencies et les bitcoins. Je sais que dans certains pays africains, il y a encore une certaine résistance. Voilà, résistance à utiliser ces nouvelles devises électroniques. Et ça pose aussi la question des différents risques qui sont associés au e-commerce, etc., etc. Comment pensez-vous, ou est-ce qu'il y aura aussi, en même temps qu'on développe, une part pour limiter la cybercriminalité dans les différents sites et dans les différentes activités? Oui, la cryptocurrency vient avec ces risques-là et les Africains ont tendance à voir une monnaie physique en main, en poche ou sous l'oreiller, je dirais. Mais évidemment, des progrès ont été faits énormes au cours de ces dernières années. Comme vous le savez, les paiements mobiles, je vous l'ai déjà dit, ça a été créé ici en Afrique. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Ceci dit, pour avoir la confiance, on peut commencer par un certain nombre de services du genre gouvernementaux qui peuvent être faits dans ce sens-là. Et progressivement, les gens vont s'adapter et avoir confiance. Et ceci dit, nous avons donné une très grande importance à la cybersécurité au sein de Smart Africa. D'ailleurs, un de nos pays membres, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, est responsable de tout ce qui est cybersécurité comme ligne d'action, parce que chaque pays a une ligne d'action qu'il pilote et au niveau du pays et qu'il partage avec les autres plus tard, après avoir réussi. C'est pourquoi nous avons le thème des villes numériques qui a été développé par le Rwanda et qui a été partagé l'année dernière avec tous nos États membres. La Côte d'Ivoire a été la cible de plusieurs cyberattaques au cours des 10 dernières années. Mais vous voyez le progrès qui a été fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne parle plus mal de la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Il y avait beaucoup de cybercriminels qui se définissaient comme des Ivoiriens ou bien vivant en Côte d'Ivoire ou au Nigeria à l'époque. Mais cela n'est plus le cas. Vous n'entendez plus ces cas-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès s'est passé. Évidemment, beaucoup de choses se passent derrière la scène. Et donc, les citoyens ne se rendent pas compte. Mais tout en regardant l'impact, on se rend compte qu'il y a vraiment des grands progrès qui sont en train d'être faits. Il y a une coopération internationale dans le domaine de la cybersécurité qui est vraiment très efficace aujourd'hui. Évidemment, le crime continue. Mais c'est tout ce qui se passe dans le monde réel se passe dans le monde numérique. Il s'agit pour nous de nous adapter à chaque fois, de nous adapter à l'évolution de la technologie et de faire en sorte que nous trouvons des voies et moyens pour pouvoir combattre cela. Et ceci dit, comme on le dit, vous n'allez pas fermer un magasin parce que des gens vont mettre un bonbon dans la bouche.
Mais la cybercriminalité, on se doit de la combattre et en même temps de développer nos services et nos applications. Les gouvernements doivent prendre ça au sérieux. Les data centers et les centres d'émergency, les centres, ce qu'on appelle les CERT, les centres de réponse rapide aux cybercriminels, doivent être mis en place dans tous les pays. Nous devons augmenter la sensibilité du citoyen, de l'utilisateur à cela, parce que nous devons les habituer, les sensibiliser à ne pas ouvrir n'importe quel attachement qu'ils reçoivent, les liens. Des liens qui peuvent être douteux, à faire attention et à prendre des renseignements à chaque fois qu'ils ont des informations de ce genre-là et à se passer l'information aussi. Le partage de l'information est aussi un élément clé dans ce domaine-là. Et notamment dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes, etc., qui de plus en plus passent par les voies électroniques. On parle de cybercriminalité et bien sûr la réglementation est importante. Avez-vous aussi pensé, ou est-ce qu'on pense au niveau continental à la réglementation dans le domaine de l'éthique aussi, du respect du consommateur et dans la protection des droits du consommateur? Oui. Là, je dirais que c'est le domaine où nous apprenons de l'Europe, par exemple. Ils ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et nous sommes en train de développer justement des bonnes pratiques dans ce sens-là. Je vais seulement dire que dans la protection des données à caractère privé, nous devons vraiment faire un travail de fond. Tout au moment où, justement, nous développons le contenu. Parce que ce qui manque en Afrique ici, c'est le contenu. Et ça aussi, c'est une source de création d'emplois. Et donc, nous sommes en train de travailler sur cela aussi. Je vous ai dit les 4 piliers de développement que nous nous sommes fixés à Smart Africa. 1, l'infrastructure, que ce soit les fibres optiques, les satellites, les data centers ou les réseaux de téléphonie mobile. 2, le développement des contenus. Il y a beaucoup de contenus à développer dans le continent. Nous allons, la plupart du temps, faire du shopping de nos propres informations ailleurs. Ailleurs, exactement. Et ça, c'est un problème. Si vous faites un Google Search sur votre propre nom aujourd'hui, il y a des possibilités que, évidemment, l'information soit allée chercher aux États-Unis pour vous revenir ici. Oui. Et donc, cela est inacceptable. Nous devons faire beaucoup de travail sur ça. Le 3e point, donc, c'est le développement des applications, la création de ces apps dont j'ai parlé. Et nous avons des jeunes développeurs, des jeunes qui n'ont pas besoin d'être développeurs pour avoir des bonnes idées qui pourront être ensuite exploitées dans ce sens-là. Et le 4e élément, c'est la formation à tous les domaines, que ce soit une formation académique ou bien la formation professionnelle. Tout ça, c'est vraiment important. Et là, je dirais que dans la formation, il y a la formation technique, et il y a la formation du management, la formation en entrepreneuriat et la formation sur l'éthique, les bonnes pratiques d'éthique. Et donc, tout cela est prévu là-dedans. Oui. Tout ça doit avancer main dans la main. Vous aviez parlé donc de la question des femmes. On sait aujourd'hui que les femmes, au niveau des STEAM, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sont presque invisibles. Presque invisibles. Des tendances évoluent, heureusement. Quel est, selon vous, le principal défi ou la principale barrière, peut-être, qui fait qu'on n'a pas davantage de femmes dans J'avoue que je ne sais pas pourquoi, surtout dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les femmes ont plus de... Bon, je dirais au risque de choquer les hommes, oui. Les femmes ont beaucoup plus de capacité à s'adapter à ces technologies. Parce que je dis toujours, et c'est un défi que je lance aux hommes, les femmes sont multitask, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent à plusieurs problèmes à la fois. Elles peuvent résoudre plusieurs questions en même temps. Alors que les hommes sont, je dis, on est séquentiel. Les hommes résolvent un problème à la fois et pensent à une chose à la fois. Et donc, l'éthique se prête à cela. Donc, voilà un domaine où les femmes ont une plus grande opportunité.
Et dans certaines de nos sociétés, les femmes ne sortent pas autant que les hommes. Et voilà un domaine où on peut travailler de chez soi. Et donc, cela ne gêne pas du tout. J'avoue que je ne comprends pas encore pourquoi, dans le domaine des maths et des sciences, nous avons moins de femmes que d'hommes. Mais ce n'est pas un phénomène africain seulement, c'est un phénomène global. C'est un problème international, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, pour avoir davantage, peut-être une égalité, entre guillemets, de genre? Oui, une fois donner l'opportunité, en fait, obligé à enseigner ces matières-là, depuis le bas âge, on se rend compte de toutes les opportunités qui sont créées. Et donc, je pense sur tout cela. Et cela est en train de changer. Nous avons des grandes universités qui sont en train de venir dans le continent africain. Nous aurons des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, je ne sais pas quel terme il faut utiliser ici, mais l'opportunité est là et il faut que les femmes aient plus confiance en elles, c'est tout. Alors, vous avez dirigé la Smart Africa depuis le début, depuis ses tout premiers débuts. Quelle est peut-être la réussite dont vous êtes le plus fier au niveau de Smart Africa? Le fait que les Africains, d'abord, ont confiance en eux-mêmes. Nous sommes en train de créer notre espace commun. Nous savons, il n'y a aucun complexe, que les jeunes Africains peuvent innover, inventer. Et donc, on a déjà cette barrière-là qui est derrière nous. Nous avons aussi le leadership des chefs d'État que nous avons pu mettre en exergue ici. Il y a certains chefs d'État qui y croient et donc qui ont donné leur tampon à cela et qui demandent des résultats concrets. Et ça, c'est très encourageant. C'est notre chairman, le président Kagame, nous a tenus en alerte tout le temps. Hein. Il continue à le faire. Il veut des résultats. Et c'est ça qu'il faut. Et nous avons un certain nombre de chefs d'État dans le groupe de Smart Africa qui nous demandent la même chose. Et on est en train de bouger. Résultat, le continent africain, beaucoup de pays ont fait des pas énormes du point de vue de leur classement dans les indicateurs internationaux, que ce soit les indicateurs de l'Union internationale des télécommunications ou bien les indicateurs du World Economic Forum. Beaucoup de pays africains ont fait des progrès énormes, que ce soit dans leur développement d'éthique, que ce soit dans leur classement pour doing business, les pratiques de business qui sont là, qui ont permis au pays d'attirer des investissements. Et donc, le continent africain est en très bonne marche. Vous savez, dans la première phase qui nous a mené à la création de Smart Africa, nous avons eu le sommet Connect Africa ici, à Kigali, en 2007. Et nous avons eu 55 milliards de dollars d'investissement prévus pour la période. Et au bout du compte, on a eu plus de 75 milliards de dollars d'investissement. Maintenant, nous allons plus loin parce que nous cherchons à avoir 300 milliards de dollars d'investissement. Et cela est en train de venir déjà avec les accords que nous sommes en train de signer. Et comme je l'ai dit, ce n'est plus dans les infrastructures seulement, mais dans les services des applications et de la formation et le développement du contenu. Donc, il y a des opportunités en Afrique. Ce dont je suis fier, c'est que les partenaires étrangers voient l'Afrique comme un continent où on peut investir, où on peut faire des profits et prendre ses profits. Mais vous savez, quand un entrepreneur peut faire des profits quelque part, il ne les amène pas, il les réinvestit pour faire plus de profits. Exactement. Et cette règle d'or qui consiste à dire que on ne peut pas s'enrichir avec son propre argent, on ne peut s'enrichir qu'avec l'argent des autres, nous amène à croire que le continent africain est en train de s'enrichir aujourd'hui avec les investissements qui viennent. Et surtout, cela doit aboutir à la création d'emplois des jeunes. Moi, ma préoccupation principale, c'est la création d'emplois des jeunes et la créativité que les jeunes ont, que nous devons mettre en exergue et que nous devons exploiter pour le continent africain. Et cela va faire du continent africain de mettre au même niveau que les autres continents. Et ça, je n'ai aucun doute à cela.
La création d'emplois pour les jeunes, est-ce que c'est pour vous la prochaine frontière à franchir? Écoutez, si on ne crée pas d'emplois pour nos jeunes, c'est une bombe à retardement pour tous nos pays. Ce sera un échec. Et ce n'est même pas une question à envisager. En réalité, nous devons créer de l'emploi pour nos jeunes. Pour cela, il faut qu'ils soient formés dans la bonne direction et qu'il y ait un environnement qui va être créé pour eux à la fin de leurs études, le cycle d'études. Et là, qu'il y ait une synchronisation entre le secteur privé et le secteur académique. Et ça, on est obligé de le faire. C'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est une obligation. Quel serait pour vous? En réalité, il y a quand même des progrès qui sont en train d'être, des résultats concrets qui sont en train d'être atteints dans certains pays. J'ai parlé du Kenya, j'ai parlé du Ghana, j'ai parlé du Rwanda aussi, où nous avons des centres d'incubateurs qui sont en train d'être mis en place. Nous avons des jeunes qui sont en train de quitter la Silicon Valley pour rentrer chez eux à la maison, au pays. Et nous allons créer ce que j'appelle un groupe qui s'appelle ADDICT, African Diaspora in ICT, la diaspora africaine dans les technologies de l'information et de la communication, parce que nous nous rendons compte que nous avons des jeunes développeurs dans des grandes compagnies à l'extérieur. Nous avons des jeunes qui conçoivent les chips ou bien qui fabriquent des éléments de satellite dans certains pays. Et un jour, c'est un investissement. Un jour, nous aurons besoin d'eux, comme l'a fait la Chine ou l'Inde. À un moment donné, cette diaspora va revenir et faire une cross-fertilisation avec les jeunes Africains qui sont restés là. Parce qu'il y a des gros cerveaux aussi qui sont restés là, il faut le dire. Et donc, en les mettant ensemble, ça va produire un effet boule de neige. Peut-être une dernière question. Quel serait pour vous le meilleur résultat de ce sommet Transform Africa? Le meilleur résultat de ce sommet, c'est d'abord l'impact que nous aurons sur les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable qui sont fixés. Que les pays partent avec des bonnes pratiques, des bonnes expériences qu'ils vont mettre en œuvre chez eux. Mais aussi le développement du commerce intra-africain, le développement du trafic intra-africain. Et ça, je n'ai aucun doute que nous sommes en train d'atteindre ces objectifs-là, parce que toute la scène a été déjà mise en place. Ce n'est pas possible d'avoir des très puissants cerveaux comme ceux que nous avons ici. Nous avons des gens de plus de 70 pays qui se réunissent, plus de 4000 au jour d'aujourd'hui, on a 3900 délégués enregistrés. Donc au jour de l'ouverture, on a dépassé les 4000 délégués. Le sommet va en grandissant chaque année et donc il y aura une très forte chance que le continent africain va faire un autre bond en avant. Merci beaucoup pour vos lumières sur le sujet et on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour le sommet à venir. À très bientôt. Merci Novella, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Et encore une fois, vous continuez la discussion sur les médias sociaux avec le hashtag Images de l'Afrique. Et à très bientôt sur l'émission. Au revoir.